Eh bien bonjour, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine de la revue des grandes unes et la dernière édition justement de cette édition. La presse est disponible en kiosque ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de crise anglophone, le désarroi des populations, c'est le grand titre du journal, pour dire simplement que la situation dans les villes du nord-ouest et du sud-ouest reste désespérée. Les populations estiment que les forces de l'ordre ne les accompagnent pas suffisamment dans leurs efforts contre les exactions des groupes armés en cette période de rentrée scolaire. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de l'affaire MRC. La cour d'appel déboute Kamto dans la chambre de contrôle et de l'instruction a rejeté la demande introduite par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés. C'est en page 2 de la nouvelle expression. La nouvelle expression parle également de l'initiative des pairs, donc Ekindi et Toumi torpiller la salle des fêtes d'Akwaou. La réunion de sensibilisation pour une rentrée scolaire effective en zone anglophone était donc prévue et restée fermée. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à la condamnation à perpétuité d'Ayoub Tab et compagnie. Le leader sécessionniste et ses co-accusés ont interjecté appel de la décision du tribunal militaire de Yaoundé. C'est en page 2. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin. Le Messager, pour sa part, parle donc de l'affaire MRC avec la cour d'appel qui lâche donc Maurice Kamto, saisi le mois dernier au fin de se prononcer sur l'affirmation de la compétence du juge militaire querellé. L'instance a rejeté les réserves émises par le conseil du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est ce qu'on lit en page 3. Et en page 7 ce matin, on parle de la crise anglophone avec le tableau noir de la guerre. Flou sur la rentrée scolaire dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est ce que dit le journal. Le journal a d'autres informations parlant du développement de l'Afrique. Ce que valent d'ailleurs les diasporas avec la contribution financière de ces Africains de l'extérieur, supérieure justement à l'aide publique, en page 10 du journal Le Messager de ce matin. Info Matin parle donc du Japon-Cameroun, la coopération scientifique renforcée. C'est d'ailleurs le résultat obtenu par Dr Madeleine Tchente lors de la réunion des ministres de la science et de la technologie mardi dernier donc à Yokohama dans le cadre de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'est ce que dit le journal en page 3. Le journal parle également de l'incendie de la Sonara. Simo Dionou dos au mur. C'est ce que propose le journal pour dire que le directeur général de l'entreprise avait retardé la finalisation même des contrats d'assurance. Le temps pour lui de quêter des prébandes auprès des adjudicataires. C'est ce que propose le journal en page 9. C'est à lire ce matin. Et puis l'Œil du Sahel qui en kiosque parle donc du tribunal également. Affaire Vamoulke, 3 ans sans jugement, c'est le grand titre du journal. Le journal parle également de la crise anglophone. La Damawa et le Nord accueillent 8253 élèves déplacés. Et puis toujours, on parle également d'une Béré avec ses populations au bon soin de Mokhtar à Madama. Université de Ngaoundéré également, les ordinateurs de Paul Biya introuvables, à lire dans le journal aussi. Marois, par contre, on parle donc de l'effondrement du pont ou d'un pont qui coupe justement des quartiers du centre-ville. C'est à lire dans le journal L'Œil du Sahel de ce matin. Le journal Émergence qui en kiosque parle pose une question parlant notamment du nord-ouest et du sud-ouest. Que cache d'ailleurs l'exode massif des populations? C'est une question ce matin. 10 experts s'affrontent déjà sur cette question. Et également, on parle aussi de rentrée scolaire. Ngali BBR met en garde les transporteurs. C'est ce que dit le journal. Deux informations sont contenues dans le tabloïd. Le quotidien Le Jour parle de mutinerie de la prison centrale de Konengi quand Human Rights Watch donc dénonce la torture avec également des révélations ou tout au moins des informations contenues à la une de ce journal. Et aussi des réactions. Le journal est revenu sur le communiqué publié donc le 20 août dernier par l'ONG et qui rappelle d'ailleurs le traitement dégradant des détenus et avec notamment ces réactions à découvrir dans le journal qui a aussi d'autres informations ce matin. Mutation pour sa part parle de présidence en exercice, CEMAC. Année zéro, c'est ce que dit le journal, le chef de l'État à qui on a confié justement la présidence de la CEMAC. Et donc là, il n'a pas avancé selon le journal pour dire que c'est une année zéro carrément. Donc c'est à découvrir dans le journal et aussi d'autres informations dans Mutation de ce matin. Le quotidien de l'économie parle justement des ressources humaines ou ressources naturelles également. Énorme perte donc dans les forêts de Ngambetika, c'est ce que le journal propose. L'exploitation forestière continue son bonhomme de chemin, mais les populations ne bénéficient pas des retombées de ces exploitations
l'exploitation, avec notamment des villages carrément abandonnés, sans eau, sans électricité et sans route. Ce sont là quelques visages et présentés par le journal Le Quotidien de l'économie, disponible en kiosque ce matin. Camille Nélé est sur ce plateau. Bonjour Camille. Bonjour Fabien Balondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous. En face de vous, il y a Georges Semi, bonjour. Bonjour M. Ndongo, bonjour Doyen Camille et bien évidemment je salue vivement les téléspectateurs de ce plateau. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets que la presse propose ce matin. La nouvelle expression qui parle de la crise anglophone avec le désarroi des populations. La situation dans les villes du nord-ouest et du sud-ouest reste telle qu'elle, ou tout au moins désespérée, carrément. C'est ce que dit le numéro de ce matin. Oui, la crise anglophone a connu un nouveau développement avec la sentence qui a été rendue le 20 août dernier contre Sisiko Ayoktabe et ses co-accusés, où ils ont écopé d'une peine de perpétuité. Après cela, il y a eu des échauffourées dans les deux régions anglophones, surtout à Bamenda, mais également on a assisté à un redéploiement des populations qui quittaient les régions anglophones pour aller, en l'occurrence, du côté de la région de l'Ouest. C'est un nouveau développement, mais qui confirme que cette crise n'arrête de s'enliser avec des éléments nouveaux, comme celui de cette justice qui a été rendue contre les idéologues de cette crise, ce qui prouve bien évidemment qu'ils sont encore aux aguets et détiennent une capacité de nuisance qui est assez sérieuse. Le gouvernement a rappliqué immédiatement parce qu'il y a une importante mission qui a été effectuée par le ministre de l'administration territoriale qui est allé après d'autres régions. Il est allé du côté de l'Ouest où il a apporté bien évidemment, comme on le dit, un coup de cœur à ces populations qui se sont déplacées suite à cette décision qui a été rendue par le tribunal militaire contre Sisiko Ayoktabe. Donc la crise s'enlise, nous attendons toujours les solutions, qu'elles soient politiques, et on observe tout simplement qu'il y a une activité sociale en faveur de ces populations qui est effectuée avec ces plans d'urgence, mais le côté politique, ça s'enlise un tout petit peu. Sur le plan militaire également, on observe que les deux camps sont toujours sur le terrain et se regardent en chaîne de faïence malgré quelques attaques sporadiques d'un ou de l'autre camp. Mais côté politique, la crise s'enlise avec le corollaire qu'on observe aujourd'hui, le déplacement de ces populations dans les autres régions qui sont aujourd'hui en paix. D'accord. Alors, Camille, le site de la nouvelle expression ce matin essaie d'expérimenter, ou j'allais dire expliquer le désarroi dans les régions anglophones, l'ambiance morose, les rues qui sont carrément désertes, selon le numéro de ce matin. Non, le désarroi est psychologique. Le désarroi est psychologique et il est mental dans la mesure où ces populations ont peur. C'est plutôt la peur qui fait que les gens fuient aujourd'hui, le sud-ouest et le nord-ouest. La peur que les groupes armés se remettent, redescendent sur le terrain pour perpétrer de nouvelles exactions. Parce que, il est vrai, depuis la condamnation d'Ayoktabe, en dehors de quelques coups de feu qui ont été entendus à la périphérie de Bamenda, je ne pense pas que ces gens-là se soient distingués particulièrement par des attaques aussi barbares que celles auxquelles nous sommes habitués depuis un moment. Les populations ont peur parce que il y a eu cet appel de ville morte, de lockdown, qui a été lancé par on ne sait trop qui. Parce qu'en réalité, ces appels de ville morte et de lockdown circulent d'une oreille à l'autre. Il y a quelques tracts qui sont balancés par-ci par-là, mais on ne sait jamais, on ne sait pas exactement qui a lancé ce mot d'ordre. La conséquence, c'est que les gens ont peur pour leurs enfants, les gens ont peur pour leur vie, les gens ont peur pour leur sécurité. C'est pour ça que, pour la première fois de son histoire, du moins depuis 3 ans, le Cameroun est en train d'enregistrer des personnes qui quittent leur lieu de résidence, leur village, leur département pour aller se réfugier ailleurs parce que ces populations ont peur. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas confiance à l'armée qui fait ce qu'elle peut pour maintenir justement un maximum de sécurité, mais c'est tout simplement parce qu'elles ne veulent pas tomber sous le coup, soit d'une balle perdue, soit d'attaques délibérées. Donc, je pense aujourd'hui que le désarroi de cette population, ce n'est pas tant parce que les groupes armés sont en train d'exercer une pression militaire et physique sur les populations, mais aujourd'hui, nous en sommes plutôt à un stade de pression mentale, de pression psychologique. C'est à ce niveau que moi, je vois le désarroi des populations. Très bien. Et donc, après avoir dit ceci ou cela, en fait, il y a bien
bien entendu le journal Émergence qui s'intéresse justement au nord-ouest et au sud-ouest et pose une question: que cache l'exode massif des populations? Bien, ça cache la psychose, ça cache la pression qui est exercée par ces terroristes tant sur l'État du Cameroun que sur la population. Et ils n'ont que pour seule alternative que de quitter ces lieux de conflit. Et cette situation a été exacerbée avec ce verdict inattendu qui a été prononcé contre Ayoub Tabé, qui, au lendemain, a connu un développement assez inquiétant. On s'attendait à ce que ce verdict assomme plus les terroristes, mais ils sont sortis et ont tiré des coups de feu, notamment, comme le doyen a dit, dans la périphérie de Mameda. Ça prouve qu'ils sont au fait de l'information, mais également qu'ils tiennent un bout sérieux, qu'ils ne veulent pas lâcher les armes. Donc, les populations sont donc entre deux feux, entre ces ambazoniens, entre guillemets, et l'armée du Cameroun, qui ne veut pas également perdre un seul mètre carré du territoire du Cameroun. Que font-ils? Soit ils ont une alternative, soit de rester et d'écouter les coups de feu et de subir ces pressions et ces menaces, soit de quitter tout simplement ce territoire. Mais la majorité des populations ont aujourd'hui déserté ces deux régions. Douala en a reçu un certain nombre, Yaoundé en a reçu, mais avec ce dernier développement, c'est plutôt la région de l'Ouest qui a reçu un important flux. Donc ça prouve que ces populations sont au désarroi. Et comme l'indiquent nos confrères d'émergence, ce que cache leur déplacement, c'est certainement la peur de recevoir des balles perdues, mais également la peur de se faire assommer par la pression qui vient d'un ou de l'autre camp des belligérants. Alors, que cache l'exode massif des populations? C'est le titre de Émergence ce matin. Et en même temps, l'Édu Sahel nous apprend qu'il y a pratiquement 8253 élèves déplacés. Oui. Dans la Damawa. L'exode massif des populations ne cache rien. L'exode massif affiche plutôt la terreur des gens. L'exode massif affiche la psychose forte sur les populations. L'exode massif qu'on n'avait jamais vu au Cameroun démontre tout simplement que ça ne va pas. Ces populations ont peur. Bon, maintenant, je sais, mais moi je ne suis pas très d'accord avec vous parce que je connais votre pertinence. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le verdict inattendu prononcé contre Ayoub Tabé. Vous voulez, les gens s'attendaient à quoi? Ça aurait pu être une peine de mort aussi. Non, la peine de mort au Cameroun n'existe plus depuis très très longtemps dans l'arsenal judiciaire. Puisque vous pouvez le vérifier, on n'a pu exécuter personne au Cameroun. Elle existe, mais elle n'est pas appliquée. Oui, mais alors, ça veut donc dire que même si on l'appliquait, si on la donnait, elle n'aurait pas été appliquée. Vous comprenez? Non, ce que je veux dire, c'est que depuis le 28 août 1987, personne n'a plus été exécuté au Cameroun. Mais, dans le cas de Tabé, parce que moi, je m'étonne parfois, et j'ai un sourire en coin. Chaque fois que j'entends les gens dire que non, le verdict contre Ayoub Tabé, c'est une mascarade, je disais, il fallait faire quoi? On devait le relaxer pour fait non établi. On devait lui donner 2 ans d'emprisonnement ferme. On devait lui donner 3 ans d'emprisonnement ferme. Moi, je suis étonné. Moi, j'aurais bien aimé que les gens disent que nous aurions souhaité qu'on fisse ceci. Mais moi, je pense que M. Ayoub Tabé a engagé des hommes qui ont pris des armes pour attaquer un État. Des civils qui ont attaqué un État. Il y a eu des morts, des milliers de morts, des infrastructures brûlées, des écoles brûlées, des hôpitaux brûlés. Et en passant devant le tribunal militaire, la compétence du tribunal militaire était fortement pertinente. Maintenant, les avocats disent qu'il n'est pas camerounais. À ce moment-là, nous nous retrouvons dans quel genre de procès? Moi, je pense que le procès d'Ayoub Tabé, les gens sont en train de faire tout un jambon autour de ce procès. Ce procès-là était attendu. On allait bien voir comment ça allait se terminer. Et on s'attendait très bien à ce que les faits reprochés contre lui, qui sont effectivement qui sont clairs, ne pouvaient qu'aboutir à une condamnation. Alors, quand les gens se disent que maintenant la condamnation d'Ayoub Tabé est plutôt en train d'exacerber, vous attendiez quoi de la part de ces hommes ou de ce qu'il en reste? Parce qu'il n'y a pas que seulement les hommes d'Ayoub Tabé. Il y a d'autres groupes armés maintenant qui ne dépendent plus d'Ayoub Tabé, qui n'ont aucun rapport avec Ayoub Tabé, qui font soit du banditisme ou alors qui font tout simplement du brigandage. Mais à ce moment-là, après la condamnation d'Ayoub Tabé, même si il fallait discuter avec Ayoub Tabé. Vous vouliez que, et quand les gens parlent même de l'implication d'Ayoub Tabé dans ce que vous appelez le dialogue, il allait venir dire quoi? Il allait venir dialoguer sur quoi? Il contrôle quoi sur le terrain? Moi, je pense que il aurait été préférable qu'on nous dise que, bon, Ayoub Tabé a dit que moi, je vais demander à mes hommes d'arrêter.
Et pour vous donner le gage, D'accord. pendant un certain temps, ces hommes-là ne font plus rien. À ce moment-là, on verra. C'est à ce moment-là que, moi, je pense que l'implication d'Ayoub Tabé aurait été pertinente dans la situation qui se trouve aujourd'hui. Mais cette situation échappe à tout le monde, même à lui-même. Conséquence, les populations subissent, mais les populations ont peur pour elles-mêmes. Elles ont peur parce qu'il y a face à eux des ennemis invisibles, une sorte de main invisible, mais qui exerce une terreur permanente. D'accord. Alors, lorsque vous avez fini de dire ça également, concernant ces déplacés et autres, avec la sentence qui a été réservée à Ayoub Tabé et compagnie, il y a le messager de ce matin qui parle de la crise anglophone avec le tableau noir de la guerre. Donc, un véritable flou sur la rentrée scolaire dans le nord-ouest et sud-ouest. Je pense qu'on s'achemine lentement mais sûrement vers une rentrée à 2 vitesses. Parce que d'abord, avec le climat d'insécurité dans ces 2 régions, on ne voit pas dans quelles conditions il y aura une rentrée intégrale sur toute l'étendue du territoire camerounais. C'est vrai que la situation est différente qu'on soit au nord-ouest ou au sud-est parce qu'il y a une certaine accalmie au sud-ouest. Et dans le nord-ouest, c'est encore les grandes interrogations. Malgré la bonne volonté du gouvernement qui a effectué une sortie opportune il y a quelques jours pour présenter un peu le récapitulatif ou alors le bilan des exactions des sécessionnistes contre le secteur éducatif, qu'il soit de l'enseignement supérieur, de l'éducation de base ou de l'enseignement secondaire, ils ont dressé un tableau assez inquiétant. C'est inquiétant ministère par ministère et je pense que la situation est encore intenable aujourd'hui. Et en conclusion, je crois que la rentrée ne sera pas intégrale, même si il y a des campagnes à travers les réseaux sociaux, les médias qui concourent à ce qu'on appelle tout le monde, soit les parents ou les principaux acteurs que sont les élèves ou les étudiants ou les lycéens eux-mêmes, à regagner leur salle de classe, mais il y a une réalité implacable sur le terrain, c'est que avec ce climat d'insécurité, il ne pourrait avoir une rentrée totale dans les 2 régions anglophones qui sont aujourd'hui indexées par nos confrères du Messager. Oui. Camille? Non. Ce tableau noir, en tout cas présenté par le messager ce matin, un tableau noir de la guerre, un flou sur la rentrée scolaire dans les régions anglophones. La guerre n'a jamais été belle à voir ni à vivre. Et on sait très bien qu'au Cameroun, c'est la guerre depuis 3 ans. C'est vraiment une guerre qui dit son nom, une guerre qui met les populations dans une situation absolument intenable, absolument insoutenable. Une guerre qui fait que des milliards, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est des milliards qui sont envoyés chaque semaine dans ces régions-là pour tenir cette guerre, pour donner la logistique aux militaires, les déplacements, l'essence, le carburant, la nourriture. C'est des milliards qui sont... Non, c'est une guerre qui coûte cher au Cameroun, coûte cher à l'armée du Cameroun, qui coûte cher aux populations, qui coûte cher aux enfants, qui coûte cher au mental des Camerounais. Parce que vous imaginez, les Camerounais dans leur ensemble se retrouvent dans une situation qu'ils n'avaient jamais vécue et qui ne voyaient que chez les autres. Ils voyaient la guerre chez les autres, ils voyaient l'exode chez les autres, ils voyaient les gens porter des matelas sur la tête au-dessus des voitures chez les autres. Ils n'avaient jamais vu ça au Cameroun. Ils ne pouvaient même pas imaginer que ça pouvait arriver aujourd'hui. Malheureusement, c'est arrivé au Cameroun. Et c'est ça qui complète ce tableau noir, pas seulement de la guerre, mais de la vie au Cameroun aujourd'hui. Donc parlant de la crise anglophone avec le tableau noir de la guerre, flou sur la rentrée scolaire dans le nord-ouest et sud-ouest et dans la nouvelle expression en page 7. Le même journal parle également de l'affaire MRC, la cour d'appel lâche Maurice Kamto, c'est le titre du journal. Et en même temps, la nouvelle expression parle donc de la cour d'appel déboute Kamto, des titres du genre pour qualifier un peu ce qui arrive au MRC aujourd'hui. Oui, il faut dire que l'affaire Kamto a 2 volets, un volet civil et un volet militaire. Le volet civil est devant la cour d'appel du centre qui a rendu un arrêt hier qui est contre les demandeurs qui estimaient que le tribunal militaire ne pouvait pas connaître de l'affaire Kamto puisque ça concernait les civils. Ce volet militaire a connu un développement il y a quelques jours, hier, parce que la Cour d'appel a tout simplement rejeté l'exception qui a été soulevée par la partie Kamto. Alors le volet militaire concerne la principale affaire qui est pendante au tribunal militaire, avec les chefs d'accusation que vous connaissez, hostilité contre la patrie, insurrection, etc., etc. Et les avocats de M. Kamto estiment que les civils ne devraient pas comparaître devant le tribunal militaire. C'est la raison pour laquelle ils ont donc introduit cette requête auprès de la cour d'appel du centre afin que le tribunal militaire soit débouté. La cour d'appel n'a même pas examiné le dossier dans le fond. Il l'a examiné sur la forme en prétextant que la cause est désormais devant le juge militaire et
elle ne saurait en connaître. Donc je pense que peut-être la partie Kamto va saisir la Cour suprême et la procédure au civil va continuer. Sinon, la procédure militaire va débuter le 6 septembre, puisque c'est prévu, la première audience est prévue le 6 septembre au tribunal militaire. La question qui est ici évoquée par les avocats de M. Kamto, c'est que le tribunal militaire ne saurait connaître des faits qui relèvent des civils. Mais ils oublient que le Code de justice militaire de notre pays verse certaines infractions qui ont été commises par les civils dans le registre militaire, dans le régime militaire. C'est prévu dans le Code de justice militaire. Donc, on ne peut s'attaquer aux instances qui sont chargées d'appliquer ce code, mais plutôt au code lui-même qui a certaines dispositions qui fâchent les avocats du MRC. Mais je pense que au-delà de la procédure civile, il y a une procédure militaire qui va commencer d'ici le 6 septembre et les chefs d'accusation qui ont été retenus contre M. Kamto vont connaître un examen dans le fond cette fois-ci. D'accord. Alors, on parle bien entendu des réserves émises par le conseil du leader de Maurice Kamto, leader du mouvement rejeté. C'est le messager qu'il dit et également la nouvelle expression qui traite de cette même question. Ce rejet n'a pas surpris grand monde parce que quand on connaît la sécheresse du juge Schtick devant certains dossiers, il n'y avait même pas de question à se poser. Mais comme l'a si bien dit Georges Sémé, j'ai l'impression que les avocats du NRC font semblant de ne pas réaliser que les civils peuvent comparaître régulièrement devant le tribunal militaire. La preuve, Ayoub Tab est un civil et ses amis ce sont des civils qui ont pris des armes, qui ont poussé des armes à prendre des armes, et les infractions qu'ils ont perpétrées ne peuvent être réprimées que par le tribunal militaire. Donc, dire que les civils ne peuvent pas comparaître devant le tribunal militaire, moi je pense que c'est faire tout simplement un juridisme jusqu'au boutiste. Mais pas cependant. Il appartient de voir maintenant, le cas de Maurice Kamto n'a rien à voir avec celui de Ayoub Tabé, qui a pris des armes, qui a vraiment manifesté l'hostilité envers la patrie, qui a monté les armes contre la patrie. Bref, toutes les infractions prévues pour réprimer son action. Par contre, maintenant il appartiendra aux avocats de M. Kamto de démontrer que l'hostilité, démontrez-nous où est l'hostilité envers la patrie, démontrez-nous là où nous avons où nos clients ont... Insurrection. Comment est-ce que nos clients ont organisé l'insurrection? Comment nos clients sont retrouvés à même de comparaître? Moi, c'est à ce niveau des débats que moi je voudrais que l'accusation démontre. Et l'accusation aurait certainement du mal à démontrer qu'il y a eu insurrection telle que prévue par le code d'instruction civile du tribunal militaire. Mais cependant, attendons de voir. Toujours est-il que l'affaire a été, la Cour d'appel a rejeté cette exception. Bon. Évidemment, les avocats de M. Kamto du MRC ne s'en tiendront pas là, ils saisiront certainement la Cour suprême. Mais toujours est-il que le dossier lui-même demeure toujours devant le tribunal militaire qui l'attend. Et personnellement, moi j'ai toujours dit que ce dossier Kamto est un dossier qui est devenu gênant pour tout le monde aujourd'hui. Je le dis depuis le mois de janvier, c'est-à-dire que le maintenir en prison pour des faits. Les faits qui ont été commis par les militaires du MRC et par le MRC en général n'étaient certainement pas... de nature à les conduire? Non, n'était certainement pas de nature à maintenir une cohésion, une paix sociale dans le pays. Mais cependant, de là à le traduire devant le militaire et à mener de la procédure jusqu'au bout, parce qu'il y aurait dû y avoir, pour moi, une sorte de route médiane, de troisième solution, qui aurait consisté à les libérer, mais après une concertation, mais plutôt que de le maintenir en prison et d'en faire aujourd'hui un martyr. Je pense que cette affaire-là, elle est en train d'aller jusqu'au bout, mais elle gêne tout le monde. Elle est devenue un caillou pour tout le monde, elle emmerde tout le monde. Mais l'issue, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'envisager maintenant un arrêt de poursuite du chef de l'État proposé ou signé par le chef de l'État, ou une amnistie. Mais une amnistie, ce sera après la condamnation. C'est pour ça que moi, je pense que l'affaire Maurice Kamto, telle qu'elle est conduite aujourd'hui devant les tribunaux, je la trouve vraiment assez contre-productive. Alors, Georges Sémé, il y a cette condamnation, il y a la Cour d'appel qui a lâché Maurice Kamto, qui est contenu dans la presse, le Messager, la Nouvelle Expression. Le même journal parle également de cette condamnation à perpétuité d'Ayoub Tabé et compagnie, qui fait appel, en tout cas finalement. On sait que c'est le leader sécessionniste et il s'est co-accusé, qui
veulent simplement ont injecté, interjeté appel. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre là-dessus? D'abord, je disais tout à l'heure que la sentence qui a été rendue par le tribunal militaire le 20 août dernier était inattendue, tout simplement parce qu'il aurait pu mériter de la peine capitale aussi. Mais on lui a collé une perpétuité. Je crois que c'est le moindre mal jusqu'ici. Et n'oublions pas que le commissaire du gouvernement avait quand même demandé un préjudice payable de 700 milliards de francs CFA. Mais il n'a pas été suivi par le tribunal militaire qui a opté pour 250 milliards de francs CFA. C'est aussi le fait inattendu de ce procès. Il y a également eu le moment même de la sentence. On aurait pu quand même espérer que, à la manière de nos tribunaux ici, là, que ce procès traîne un tout petit peu et que la justice soit rendue. C'est la presse qui va dire que ça traîne. Exactement. Pas au moment où il y a une campagne en faveur de la rentrée scolaire. C'est pour ça que j'ai parlé d'inattendu. Donc, s'ils ont interjeté appel le 26 août dernier, je crois que c'est conformément à la procédure pénale militaire, qui est une procédure de droit commun. Et s'ils n'ont pas gain de cause en appel, certainement, ils iront au 3e degré où ils vont demander une cassation. Mais je crois que c'était tout à fait attendu que le camp Ayoub Tabé interjette appel de la décision qui a été rendue par le tribunal militaire. Alors, que d'affaires également dans la presse ce matin. Il y a Kamine et l'œil du Sahel qui parle du tribunal également avec l'affaire Vamoulke, 3 ans sans jugement. Vous vous souvenez que depuis au moins 2 ans, je parle de cette affaire Vamoulke qui traîne, qui va de renvoi en renvoi. La dernière fois que j'évoquais cette affaire, elle en était à son 13e renvoi. Aujourd'hui, hier, elle en était à son 21e renvoi. 21 renvois en 13 ans. 3 ans de prison. On vous maintient en prison pendant 3 ans. On vous arrête d'abord. Ensuite, on commence l'instruction. Et l'instruction dure 3 ans. Et maintenant, pendant les 3 ans, pour que le dossier arrive au tribunal, c'est toute une histoire. Moi, je pense que l'affaire Vamoulke est l'une des affaires les plus kafkaïennes qui soit qui soit consigné qui sera consigné dans les annales du TCS, parce que pour avoir longtemps fait des tours à la CRTV, pour avoir vécu les diverses tracasseries vécues par M. Amadou Vamoulke pendant les 11 ans qu'il a passé à la tête de la CRTV, un monsieur qui recevait au minimum 3 missions de contrôle supérieur de l'État chaque année, parfois 2 ou 3 conseils d'administration. On ne peut pas dire qu'en 12 ans, en 11 ans, on n'a pas vu qu'il a détourné des milliards. Alors c'est après qu'on réalise subitement qu'il a découvert des milliards en complicité avec Ababa, qui était en prison depuis très très longtemps. Et en complicité, veut-on nous faire croire, mais j'ai l'impression que ce chef d'accusation a disparu avec le professeur Mendozé. Pourtant, au moment où Amadou Vamoulke est arrivé à la CRTV, la première chose qu'il a demandé, c'était un audit pour dissocier sa gestion avec celle de Mendozé. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est toujours devant le tribunal depuis 3 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une option délibérée de le maintenir en prison et de le torturer sans cesse, et peut-être de le condamner à 3 ou 4 ans de prison quand il aura passé les 4 ans en prison, en disant que bon, on vous condamne à cela, comme ça a été le cas par exemple pour Maître Aïssou. Moi je pense que c'est quelque chose d'assez saisissant, cette affaire Vamoulke. Mais toujours est-il que bon, il est défendu, on voit sur la photo Maître Alice comme et quelques avocats, mais il est tout de même surprenant que le TCS ne puisse ouvrir les enquêtes qu'après l'arrestation de quelqu'un. Et maintenant, quitte à ce que cette personne passe 3, 4, 5 ans en prison, mais bon, ce n'est plus de la justice. D'accord, votre commentaire, Georges Sémé? Oui, l'affaire Vamoulke, elle est effectivement saisissante, comme l'a dit le doyen, parce qu'on est à 21 renvois, quand même, je crois que c'est inédit. M. Vamoulke a été arrêté en 2016, le procès a commencé en 2017, et en 2019, on en est encore à des renvois sur un fait de procédure. Le fait de procédure a trait à un rapport de la police judiciaire, le rapport d'enquête de la police judiciaire, qui depuis 8 mois est englué entre la défense et la demande. Certains estiment que le rapport qui a été présenté était une copie du rapport, et la défense a estimé que la copie du rapport n'est qu'un commencement de preuve, et qui n'avait pas toute la valeur juridique. Alors la demande a certifié le rapport d'enquête, la défense a dit une fois de plus qu'il ne s'agissait pas d'une preuve, et c'est à ce niveau qu'il y a ce point d'achoppement. C'est emblématique de la procédure, des procédures lourdes dans nos tribunaux. Et c'est ce qui a suscité, si vous le rappelez,
les mutineries, la principale mutinerie qu'il y a eu à la prison centrale de Koningui, où certains prisonniers estimaient que leurs procédures sont extrêmement lourdes et qu'ils veulent voir clair. Et avec l'affaire Bamboulké ne fait que confirmer cette lourdeur qu'il y a dans notre justice. Et je pense qu'il faut très vite se pencher dans le fond parce que ça fait quand même depuis 3 ans que cette affaire est engluée à ce niveau. Et beaucoup oublient que Bamboulké est un journaliste, donc c'est notre confrère. Et nous, au-delà des faits qui lui sont reprochés, les faits de détournement de 3,9 milliards qui lui sont reprochés, on le vient de temps en temps en soutien, au moins moralement. Et cette décision intervient au moment où il est nominé pour être récipiendaire du prix Reporters sans frontières 2019. Voilà. Donc le journal L'Œil du Sahel il revient sur l'affaire ce matin, parlant de l'affaire Bamboulké, 3 ans sans jugement, et c'est à lire en page 7. Alors, mutation ce matin qui est habitué à nous proposer des titres, parle donc de présidence en exercice, CEMAC, année 0. Mutation avec ces titres déjantés, tape parfois dans le mille, et cette fois non plus il a tapé dans le mille en parlant de la non-présence du président Biya à la tête de la CEMAC dont il est le président en exercice. Évidemment, cet article de mutation et ce titre de mutation mettent une fois de plus en exergue cette absence du chef de l'État, cette présence subliminale, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne voit pas les décisions, c'est les gens qui existent, qui agissent en son nom, au nom du gouvernement. Et cela rejoint maintenant le fait de cette absence du président de la République même à l'intérieur des affaires du Cameroun. Il n'a pas de prise de parole, il ne parle pas, il ne donne pas son avis ou ses instructions de façon verbale et visible et audible. Ce sont seulement des décisions qui sont signées, pas de visite sur des lieux de catastrophe, pas de rencontre avec des forces vives ou des forces politiques de la nation. C'est-à-dire qu'il est absent en nous, mais on nous dit qu'il est présent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au sommet de la CEMAC. C'est ça qui inquiète et qui devrait même inquiéter tous les chefs d'État de la CEMAC qui ont l'habitude d'être assis autour de leur père, de les voir, de les rassembler et de discuter de ce genre de choses. Mais voilà, maintenant qu'il est le président en exercice de la CEMAC, on ne le voit nulle part. Autant on ne le voit nulle part dans la CEMAC, autant on ne le voit nulle part dans son pays. Et c'est pour cela que le titre de mutation est assez anecdotique. Voilà, et on sait ce qui se passe à la CEMAC en ce moment, des questions de devises, des questions de tout. Bref, difficile justement de fonctionner en zone CEMAC en ce moment avec tout ce qu'on a pu enregistrer et relever dans la presse. Donc le titre de mutation ce matin parle de CEMAC, année 0. Écoutez, oui, c'est un joli titre, c'est un titre bien flatté, mais je ne pense pas que ce soit une année 0. Ça fait 5 mois que le président Biya est président en exercice de la CEMAC, mais on connaît sa méthode, une méthode atypique, que ce soit en politique intérieure, soit en politique sous-régionale ou alors à l'étranger. Et le dernier épisode en date, c'est le sommet Nippo-Afrique, Japon-Afrique, auquel il n'a pas assisté. Donc, il s'agit de la méthode de Biya. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions qui ne sont pas implémentées sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'en tant que président en exercice de la CEMAC, il n'impulse pas les décisions. La dernière en date, c'est la nouvelle réglementation sur l'échange. Il a été le grand artisan de cette nouvelle réglementation qui a provoqué ce que les gens appellent la crise des devises. C'était une réforme qui était attendue et je crois que M. Biya a été l'un des grands artisans de cette réforme. Il y a d'autres chantiers sur lesquels il intervient. Peut-être pourrait-on parler du PREF CEMAC où le Cameroun est un État pilote parce qu'il est la première puissance économique de la CEMAC. Donc, il y a certainement une différence entre la présence physique de l'homme et les actions qu'il mène sur le terrain. Je pense que le titre de nos confrères de messagers n'est pas totalement vrai et il n'est pas aussi totalement faux. C'est la méthode Biya, je crois qu'on en a déjà l'habitude, mais sur le terrain, il y a effectivement des actes concrets qui sont posés, que ce soit au Cameroun ou dans la sous-région CEMAC. Oui, mais je sais bien, on en a l'habitude au Cameroun. On ne devrait pas donner cette habitude à la CEMAC. On a vu quand Idriss Déby est président de la CEMAC, on le voyait aller de pays en pays rencontrer les présidents. On le voyait appeler, convoquer les présidents chez lui. Et même quand il prenait des décisions, c'était de façon visible et audible. Moi, le problème, c'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les Camerounais puissent s'accommoder de ce mode de gestion subliminale. C'est-à-dire qu'il est là, il est comme une sorte de personnage ineffable qui agit
par procuration ou qui agit de façon pratiquement en back-office, alors que c'est lui qui doit être à la manœuvre, c'est lui que l'on veut voir, c'est lui que l'on veut entendre, on veut sentir son autorité, on veut toucher son autorité. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Moi, vous êtes en train de dire que c'est la méthode à laquelle les Camerounais sont habitués. Est-ce une méthode, une bonne méthode? C'est là où la question se pose. Cependant, toujours est-il que la CEMAC a toutes les raisons du monde de s'étonner un peu de cette présence, de cette présidence par l'absence. Regardez au moment où, par exemple, est en train d'être érigé un mur entre les Guinées équatoriales et le Cameroun. Ce n'est même pas le ministre des Relations extérieures qui devrait... C'est le chef d'état-major général qui est... C'est le chef de l'État lui-même qui devrait rencontrer M. Obiangema, ou bien le faire venir au Cameroun. Mais ça se passe comme si... Alors que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, c'est en cela que les historiens retiendront peut-être que M. Biya avait une façon bien à lui de gérer et le Cameroun et la CEMAC, mais toujours est-il que quant à l'appréciation de ce mode de gestion, seule l'histoire jugera. Voilà. Donc, la presse est disponible en kiosque ce matin. Vous voulez dire un mot sur l'initiative de Père et Kindi et Toumi qui ont été torpillés, pas véritablement, de rencontres telles qu'annoncées. Il y a une première rencontre. Oui, il y a l'initiative Toumi et Kindi a connu sa première session il y a une semaine, je crois, où ils appelaient les acteurs de la crise anglophone à laisser aller les enfants à l'école. C'était une initiative heureuse. Il y avait une deuxième session qui devait se dérouler hier, mais malheureusement, les portes étaient fermées du côté de la salle des fêtes d'Aqua. Il y avait le lieu qui était fermé, et pourtant, le sous-préfet de l'arrondissement de la Première avait dûment délivré une autorisation permettant à cette cérémonie de se tenir. Donc, il y a donc ce chevauchement entre le lieu qui était fermé et l'autorisation même qui avait été délivrée par le sous-préfet de la Première. Et nous sommes allés recouper. Je crois que nos lecteurs auront la primeur de cette information dans les journaux dès lundi. D'accord. Alors, donc c'est en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin et dans le Messager aussi. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Comme vous le savez, nous sommes vendredi. Vendredi soif. Et l'opération Vendredi soif se poursuit. Mais avant, on va accompagner à sa dernière demain notre confrère Francis Ekan qui entame sa dernière ligne droite. D'accord, merci. Allez, à vous également, nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Bon week-end à tous.